Parc à thème, parc d'attractions, parc de loisirs. Quel que soit le nom qu'on leur donne, ces lieux si particuliers sont synonymes de week-end, de vacances, bref, de temps libre. Et nous gardons tous dans une boîte à souvenirs les échos de ces après-midi perdus dans ces mondes imaginaires. Mais que reste-t-il de nos éclats de rire une fois qu'ils se sont envolés? Au fil de cette série, je vous propose de faire renaître ces lieux disparus, perdus ou tout bonnement oubliés, en dépit des milliers de visiteurs qui en ont franchi le seuil. Mais c'est également l'occasion de revenir sur l'histoire de cette culture du divertissement. Car si notre pays figure aujourd'hui au panthéon du tourisme mondial, c'est aussi pour ces milliers de lieux spectaculaires dédiés aux loisirs et au plaisir. Un patrimoine que nous côtoyons au quotidien, souvent sans le savoir et qui méritait d'être observé sous un œil nouveau. Pour ce premier numéro, j'ai donc choisi de revenir aux origines même de notre sujet. Atteindre la Roche-Mère. Car si Disneyland Paris ou le parc Astérix, le Futuroscope entrent tous dans leur 3e décennie d'existence, le lieu qui nous attend aujourd'hui dépasse tous les records en termes d'ancienneté. Plus de 200 ans nous séparent de son mystérieux créateur. Et c'est une excellente occasion de revenir aux origines de notre société de loisirs. C'est que bien avant le ministère du temps libre, l'idée même d'entrer dans un lieu entièrement dédié à l'oisiveté était réservée aux puissants. Et ce n'est pas pour rien si des châteaux plus ou moins féeriques trônent aujourd'hui dans tout bon parc qui se respecte. Et si notre pays compte plusieurs milliers de maisons plus ou moins nobles, la tradition des jardins ornementaux, dits à la française, a traversé les siècles et continue encore de résonner à travers nos parcs modernes. Importés d'Italie et incarnés par des figures comme le nôtre, ces jardins ciselés ont durablement influencé notre vision d'une nature sous un contrôle absolu, mise en ordre. Dès la fin du XVIe siècle, les jardiniers et les architectes se font alors paysagistes et ils vont développer pour leur maître de véritables petits mondes à part entière. Dans toute l'Europe, les puissants font déplacer des montagnes, on dévie des rivières, on crée des jardins non plus pour produire de la nourriture, mais bien pour offrir du bon temps. Mais soyons clairs, les labyrinthes, les kiosques et toutes ces divinités tout droit sorties des royaumes antiques sont réservés à quelques invités de haut rang et aux grandes occasions. Et les petits seigneurs ne peuvent espérer être reçus qu'en échange de lourdes sommes sonnantes et trébuchantes dans l'approche d'un ministre ou d'un cousin d'un conseiller. Une fois délesté de ces cadeaux, le courtisan d'un jour avait le droit de patienter de longues heures dans des vestibules, l'occasion de jouer avec les multiples animaux qui vivaient à la cour, des chiens, des chats, mais aussi des singes. Les fêtes organisées par la grande noblesse sont aussi l'occasion de luttes sanguinaires, avec pour seul but le pouvoir absolu et le sentiment d'éternité qu'il suggère. Cette recherche d'une perfection, cette mise en scène totale, on la retrouve dans l'organisation de ces fêtes permanentes, où les réjouissances ne semblent jamais s'arrêter. Poussés par les avancées mathématiques sur la perspective, amenées d'Italie, les parcs français de l'Ancien Régime reflètent la volonté de contrôle total sur la nature de leurs commanditaires. Le principal modèle, c'est un palais situé dans la banlieue de Rome, près de la ville de Tivoli. Redécouvert à la Renaissance, le palais de l'empereur Adrien, construit au IIe siècle, a inspiré des générations d'artistes et de mécènes. Le palais, construit 13 siècles plus tard dans la même ville par le cardinal d'Este, va inaugurer ce qu'on appellera les Jardins des Merveilles. Celui qui se serait bien vu pape va d'ailleurs allègrement se servir dans les ruines antiques du palais d'Adrien. Cette magnificence va rapidement être copiée et recopiée pour atteindre son paroxysme avec le jardin de Versailles. Et dans ces parcs ciselés, on trouve déjà des attractions destinées à occuper les courtisans. Il y a des fontaines, bien sûr, et même une ménagerie remplie d'animaux plus ou moins exotiques, offerts par des ambassadeurs, mais aussi par Colbert, son premier ministre, qui doit lui fournir des spécimens via la toute-puissante Société des Indes orientales. Et je vous ai déjà parlé en vidéo de Bébé, le nain de compagnie du roi de Pologne, qui aurait laissé son nom aux enfants en bas âge. Probablement atteint de progéria, il n'a vécu qu'une vingtaine d'années, mais cela a suffi pour que des visiteurs de toute l'Europe viennent l'observer évoluer dans le décor réalisé par son mécène. Dès le XVIIIe siècle, Bébé a même droit à des produits dérivés sous forme de poupées à l'échelle 1, mais on est très loin du parc accessible au commun des mortels. Bon, si vous êtes un petit noble local, vous pouvez vous contenter d'embaucher un ermite de jardin. Oui,
Pour une somme plus ou moins rondelette en fonction de sa réputation, vous pouviez installer un pénitent dans une grotte ou un arbre de votre parc. À lui de respecter les règles éditées par le seigneur, mais surtout de faire preuve d'une dévotion totale, sauf pendant les jours d'horlage prévus dans le contrat. Mais c'est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que ces plates-bandes et ces buissons aux motifs géométriques vont voir s'élever de vrais petits monuments pour former des décors à part entière, dont les perspectives quasi parfaites offrent des paysages multiples inspirés d'horizons lointains à une époque où les voyages sont longs et difficiles. Ça valait le coup, non? Athéna, nous voilà. C'est la naissance du style rococo, ou rocaille pour les intimes. Mais derrière ces évocations de Neptune et des dieux antiques, les ferronneries chargées et les mascarons joufflus portent aussi la marque de leur époque. La puissance des armateurs pratiquant le commerce triangulaire nous a laissé quelques traces dans l'ouest de la France, que ce soit à La Rochelle, Nantes ou Bordeaux. Mais la fureur de la Révolution va venir mettre un coup d'arrêt à ces extravagances. Au moins pour un temps. Oh, pas tant parce que les tout nouveaux citoyens français n'ont pas envie de profiter du bon temps, mais surtout parce que la mise au jour de tous ces excès de leurs anciens maîtres font l'objet d'articles railleurs dans une presse aux intentions tranchantes. C'est le cas de la ménagerie de Louis XIV, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est probablement l'un des premiers zoos à part entière, au sens où les montreurs d'animaux s'associent d'être itinérants pour intégrer un lieu dédié. Il y avait évidemment une vocation politique dans cette exposition naturaliste, réunissant des fauves, des singes, des girafes, classés par provenance et par espèce. Tout autant de preuves de la puissance du roi Soleil. Son petit-fils, Louis XV, y installa un éléphant et fait venir en 1770 un rhinocéros depuis les Indes. Un périple de 9 mois qui va être compliqué par le fait que l'animal, capturé bébé, est devenu de plus en plus lourd au fil des mois, jusqu'à atteindre les 3 tonnes. Et une fois sur place, on lui aménagea un enclos avec une pataugeoire de 12 mètres sur 20. À cela s'ajoutaient 20 livres de fourrage au quotidien. Mais ces dépenses faramineuses passent de plus en plus mal, le royaume n'a plus un sou et de toute façon, les amateurs préfèrent les animaux mis en scène dans leur milieu naturel. Louis XVI n'aurait visité qu'une seule fois les lieux, déjà déclarés comme proches de la ruine du temps de son grand-père. En 1793, il ne reste qu'une poignée d'animaux, un lion du Sénégal, quelques antilopes, des paons et notre rhinocéros, qui vient de passer presque 30 ans dans son tout petit enclos. À plusieurs reprises, on avait prévu son transfert, mais les événements révolutionnaires l'ont abandonné là. Plusieurs bouchers se montrent alors intéressés, et la montagne de foin qu'il engloutit déplaît fortement à l'opinion publique. L'animal est finalement tué d'un coup de sabre, dans des conditions particulièrement obscures. Le calme relatif apporté par le directoire voit aussi la réouverture des lieux de plaisir, rachetés par certains par des entrepreneurs qui en ouvrent les portes au public contre un peu de monnaie. C'est le cas des jardins de Tivoli, à Paris, construits par le marquis de Richelieu, petit-neveu du célèbre cardinal. Mais Tivoli et son romantisme à l'italienne inspirent aussi la bourgeoisie et la jeunesse dorée, qui voilà une forme de démonstration de sa nouvelle puissance. Pas de chance, en 1805, les artistes français sont expulsés d'Italie en réponse aux attaques napoléoniennes. C'est ce qui va pousser l'un d'entre eux à réaliser, à créer toutes pièces, les paysages que vous voyez derrière moi depuis le début de cette vidéo. Il s'agit du sculpteur François-Frédéric Lemot. Exfiltré en urgence par un ami diplomate, François Cacot, cet artiste sculpteur a notamment créé certains bas-reliefs toujours à l'Assemblée nationale. À son retour de France, il découvre la petite vallée de Clisson et l'ancienne réserve des seigneurs des lieux. Jusqu'à sa mort, il ne va avoir de cesse de transformer, de modifier l'endroit pour en faire un paysage fantasmé. Des travaux titanesques qui vont durer plus de 20 ans et qui multiplient les hommages à la villa d'Adrien, mais aussi à de nombreuses légendes. Et tout est faux, aussi bien les colonnes du temple de Vesta que la grotte d'Héloïse et Abélard. Chaque élément est placé de manière à s'encastrer dans les différentes perspectives du domaine. Mais celui qui domine le tout, c'est le temple de l'amitié. Construit pour accueillir les dépouilles des frères Cacot, il restera longtemps vide, leurs héritiers refusant le transfert de leur corps. Visible depuis la grande maison, il est pourtant lui aussi un trompe-l'œil, car ce temple fictif est situé de l'autre côté de la rivière, dans le petit cimetière, mais seules ses colonnes sont visibles.
Et d'ailleurs, c'est là que repose son génial créateur. Mais le plus surprenant, c'est que le domaine va perdurer et inspirer les propriétaires voisins qui, à leur tour, vont ajouter des briques et des tourelles à l'italienne à leurs bâtiments, y compris les usines, comme celle juste ici qui accueille les locaux du célèbre festival de métal, le Hellfest. Cette motte clissonnaise va faire tache d'huile sur des dizaines de kilomètres. Mais le domaine de la Garenne-le-Maux n'est pas tout à fait notre sujet du jour. Une fois toute cette mise en contexte digérée, vous avez maintenant toutes les clés pour plonger dans la folie. Pour cela, on va faire quelques kilomètres et rejoindre un lieu un peu moins connu et qui garde encore de nombreux mystères, vous allez voir. Partons pour les bords de la Loire et la commune du Cellier. Célèbre pour avoir accueilli l'acteur Louis de Funès, mais ça, c'est une autre histoire. Les voyageurs qui se rendent à Nantes en TGV n'imaginent pas qu'ils passent à quelques mètres en dessous d'un monument très étrange. Car si la Loire est connue pour ses châteaux, la drôle de forteresse qui nous attend n'a rien de commun avec Chambord ou Giverny. Et ce n'est pas un souverain qui en est à l'origine, mais une de ses nouvelles fortunes bourgeoises, propulsée dans les hautes sphères grâce à la proximité de sa famille avec le pouvoir napoléonien. Voilà ce qu'en disait Eliassin Lachaise, un de ses contemporains, en 1834. Que diriez-vous d'un homme qui bâtirait des murs de forteresse pour ne rien protéger? Des tours redoutables que l'on renverserait d'un seul coup de canon à poudre, des appartements où on ne pourrait pas loger, une terrasse jaune qui n'aurait pour but que de mener à une terrasse rouge, et de là à une terrasse grise, un kiosque turc avec un capucin à la porte et une chapelle lilas mise sous la garde d'un grenadier français. Maximilien Siffet, né en 1780, n'a jamais connu la gloire d'un Lemot ou d'un Lenôtre. Rien ne le prédisposait à se lancer dans une telle construction pharaonique. Il n'était ni architecte, ni sculpteur. Issu d'une famille de négociants du nord de la France, il entre dans les douanes comme simple commis avant de connaître une ascension fulgurante et un peu douteuse. Son frère possède alors l'une des premières sociétés utilisant des navires à vapeur pour la descente de la Loire. Et c'est pendant un de ses voyages que Maximilien aurait découvert les lieux en 1815. Il acquiert alors le domaine de la Gérardière qui se situe à quelques centaines de mètres. La falaise était déjà bordée par un chemin de halage, mais l'ascension était rendue très difficile par les rochers à pic. Aujourd'hui, les lieux ont bien changé, et c'est en longeant la voie de chemin de fer et ses ouvrages d'art monumentaux que nous allons rejoindre notre premier point de vue. Contrairement à Lemot et à son palais de la Garenne, Maximilien Siffet n'a laissé presque aucune archive sur son projet. Pas de notes d'intention, pas de poème gravé dans le marbre. Nous devrons donc nous contenter de l'analyse des lieux, d'hypothèses et de conjectures, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me partager les vôtres dans les commentaires. Nous y voici, nous arrivons en vue des folies de Maximilien. 28 terrasses sont parvenues jusqu'à nous sur les 38 ou 39 qu'aurait compté le parc au paroxysme de son existence. L'agrandissement de la voie de chemin de fer au fil des années et l'abandon total de l'entretien des murs pendant plus d'un siècle en sont venus à bout. On pense que c'est par la partie supérieure que les travaux ont démarré vers 1816. Il s'agissait probablement d'offrir un point de vue sur la vallée comme on en trouve dans tous les châteaux du coin. Mais l'endroit n'était pas tout à fait vierge, puisqu'il y avait déjà à proximité les ruines d'un petit castelet féodal appelé Châteauguy. C'est mignon, Châteauguy. Maximilien a alors 36 ans, sa fortune est faite, il est marié et a déjà 2 enfants, Oswald et Jeanne. Mais il perd sa femme en 1819, alors que les travaux ont déjà commencé. Déjà conseiller municipal, il est nommé maire de la ville en 1822. Oui, à l'époque, le maire était nommé par le pouvoir central, mis en place par Louis XVIII. Pas besoin de s'embêter avec une campagne électorale. Une fortune et une bonne réputation suffisent la plupart du temps. Il semblerait qu'il y ait eu 2 autres phases de construction pour les folies. D'après la légende locale, le reste de cette immense forteresse de pacotille aurait été érigé en prévision du 18e anniversaire de Jeanne. L'occasion de montrer son pouvoir à son voisin, le baron de la Jamonnière, avec qui il était en conflit après que celui-ci se soit approprié des terrains communaux. Mais en 1830, quelques mois avant la fête, Jeanne meurt à Ancenis. Son père aurait alors abandonné les travaux, pourtant entrés dans leur phase finale. D'après les témoignages, l'édifice a été laissé tel quel, alors que les aménagements et les décors étaient terminés. Des kiosques en lambris et même donc des mannequins en uniforme napoléonien. La chute de l'Empire correspond à peu près à l'arrivée de la famille Siffet dans l'Ouest. C'est que la période voit l'émergence d'une véritable napoléomania, et on peut imaginer que les terrasses auraient pu se muer en rendez-vous des bonapartistes. Il n'en sera rien. Mais la véritable explication de cet arrêt soudain, après plus de 15 ans de travaux, tiendrait son origine dans une rivalité plutôt politique.
La révolte des Trois Glorieuses, en juillet 1830, mène à l'éviction d'une partie de l'administration centrale et Maximilien démissionne de son poste de maire en soutien à l'éviction de son ami, le préfet d'Ancenis. Maximilien quitte alors la ville et finit par laisser la propriété du domaine à son fils Oswald en 1836. Le jeune homme n'a alors que 23 ans et ses possessions comprennent également le manoir de la Gérardière et quelques fermes des environs. 2 ans plus tard, Oswald est nommé à son tour maire de la ville. Puis il se marie avec la fille d'un notable de Clisson. Mais Oswald est surtout un amateur de botanique. Il est le fondateur de l'académie locale. Ses contacts avec les pépiniéristes lui permettent d'acquérir des essences rares et ornementales. Le temps les a presque tous fait disparaître, mais il reste tout de même quelques cèdres qui sont visibles sur les terrasses. On peut reconnaître un cèdre du Liban et des cèdres de l'Himalaya, des arbres qui peuvent atteindre les 50 mètres. S'il ne reste pas grand-chose des plantations d'Oswald, c'est probablement grâce à lui que ce milieu minéral s'est un peu verdi et a pris cette teinte ruineuse qu'on lui connaît encore aujourd'hui. C'est également à cette époque que les critiques vont se faire plus acerbes. Dans les guides touristiques des années 1840, on critique un incompréhensible mélange de tourelles gothiques, de petites pelouses et de terrasses de toutes les dimensions et de toutes les couleurs. Ce quelque chose de sans goût, qui mérite bien le nom qu'on lui a donné, a quelque chose de l'erreur d'architecture, et rien de plus. Après le château de Clermont viennent les folicifets. On ne sait pas trop quoi dire en songeant à tout ce qu'on a dû dépenser pour ne rien faire de beau ni d'utile, si ce n'est que c'est une œuvre de folie, ainsi que l'indique son nom. Ouais, là on est clairement sur du TripAdvisor puissance 1000. De nombreux voyageurs de renom auraient visité les lieux si on en croit les locaux, mais ni Stendhal ni Balzac ne semblent avoir été assez inspirés pour décrire les lieux. Dans les années 1840, la ligne Angers-Nantes est implantée sur le chemin de halage. Oswald, qui est d'ailleurs encore maire, va tenter de lutter contre le passage de cette nouvelle voie ferrée, mais surtout contre la destruction de ce chemin utilisé par les paysans. Un tunnel est percé pour la traversée du promontoire et la partie la plus basse des Folies est détruite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oswald va aussi imposer le percement de tunnels d'accès qui nous permettent encore aujourd'hui de longer la Loire. En 1861, Maximilien meurt à l'âge de 79 ans et peu après, son fils quitte la Gérardière pour s'installer à Nantes. Après le départ d'Oswald, les folicifets vont plonger dans un profond sommeil qui va durer plus d'1 siècle. Le lieu devient alors une curiosité locale pour les badauds. Un premier classement en 1942 ne va pas l'empêcher de se dégrader au fil des décennies. Et ce n'est que dans les années 80 que le domaine et ses mystères vont attirer des étudiants en architecture. Les folicifets seront rachetés par la municipalité, puis leur gestion est transférée au conseil départemental dans les années 2000. Car la préservation de ce lieu fragile coûte cher, très cher. Un plan de 12 millions d'euros sur 5 ans, annoncé récemment, doit lui permettre de perdurer pour quelques années encore. Et s'il n'est pas encore ouvert au public, il est tout de même possible de le parcourir actuellement lors de visites guidées organisées chaque été par petits groupes de 15 personnes maximum. Vous trouverez toutes les informations dans la description. C'est une occasion rare de pouvoir se projeter dans le rêve de Maximilien. Pourquoi diable se lancer dans la construction d'un jardin aussi étrange ? Un vaste décor inutile qui n'aura jamais connu ce pourquoi il a été bâti. Pas de feu d'artifice, pas de musique, pas même un éclat de rire. D'après certains héritiers des Siffet, le sommet devait être surmonté d'un petit monument à la gloire de Jeanne. Il existerait même un dessin, mais là encore, les rumeurs vont bon train. Car pour d'autres, si Maximilien s'est lancé dans de telles dépenses, c'est pour offrir du travail à la population locale, durement frappée par la crise. Le fameux ruissellement. Mais là aussi, peu de preuves matérielles viennent étayer l'idée. Enfin, d'après certains auteurs, il n'est pas impossible que les folicifets aient été destinés à accueillir un public plus large que la famille et ses proches. On présume que la construction de l'embarcadère aurait également pu être un arrêt touristique pour les voyageurs remontant la Loire sur les navires du frère de Maximilien. Peut-être que les mauvaises critiques dans les guides ont mis fin au projet, on ne le saura jamais. Cette ruine perpétuelle est à mon sens le parfait exemple de ce qui me fascine dans les parcs dédiés au divertissement. Il y a probablement une logique ici, mais ni Maximilien ni Oswald ne nous ont laissé le mode d'emploi. Le rêve des Siffet restera donc à jamais une ruine, un tableau minéral sculpté dans le paysage. Et à travers ces jardins bourgeois du 19e siècle, héritiers de ceux des plus beaux palais de la Renaissance et de l'Antiquité, on trouve tous les ingrédients de nos grands parcs à thème modernes. Revenir aux bases me paraissait important, et vous disposez maintenant de toutes les armes
pour affronter ce qui vous attend dans Archéopark. Évidemment, je ne le redirai jamais assez, ce type d'exploration demande un minimum de préparation. Prévoyez des bonnes chaussures et surtout, respectez les panneaux. Allô? Oui, je sais. Non mais écoute, c'était la première, je pense que j'avais besoin de me retrouver avec le public et puis ne t'inquiète pas, je porte ton t-shirt. C'est un peu comme si t'étais là. Oui, promis. Plus de 10 invités, va falloir que je m'achète plus de 10 t-shirts. Poussé par les avancées